Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. ProprioDirect.com. Une ex-journaliste. Un ex-policier. Et pourtant aujourd'hui, ils forment le duo le plus redoutable de l'immobilier québécois. Mélanie Bergeron, Yannick Parent, Sans vice caché. Le podcast décomplexé où l'immobilier se raconte sans masque, sans détour et surtout sans vice caché. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Sans vice caché. Yann, un autre sujet fort intéressant aujourd'hui, on y revient dans quelques minutes, mais il y a quelqu'un qui nous a écrit une question très pertinente en ce mois de mise en marché, la grosse saison immobilière. Quelqu'un qui est un peu découragé par sa mise en marché, Marc-Antoine de Montjoly, qui nous demande, ça fait quelque temps que ma maison est en marché, est-ce que je devrais la retirer du marché, faire des rénovations pour la réafficher par la suite? Ça, c'est une question à plusieurs nuances. Ben hein? oui, puis c'est une... salut Mel. Ben salut. Salut. C'est une question qu'on se fait poser souvent, puis d'entrée de jeu, Montjoly, tu sais où Montjoly, toi? Montjoly, c'est à peu près à 1 heure de Rimouski. Non, 25 minutes. 25 minutes. Hey, je connais ça, le bas pas du fleuve, loin moi, de Matane, tranquillement, t'en allant vers Matane. Oui, mais tu dévies de ta route, là, tu dévies de ta route, tu t'en vas graduellement vers la Gaspésie. Marc-Antoine, je connais très bien Montjoly. Ouais. Donc, salutations. Mais oui, c'est toujours une question qui revient, les gens, des fois, quand ça fait longtemps, exemple, qu'une maison sur le marché, est-ce qu'on devrait retirer la maison, la rénover en profondeur, puis à ce moment-là, la remettre pour gagner du galon, gagner en profit? Moi, je suis toujours prudent par rapport à cette question-là, Mel, parce qu'il ne faut jamais surinvestir non plus dans une propriété. On le sait, puis il faut toujours se poser la question, chaque dollar que vous investissez en tant que rénovation, est-ce que ça va doubler à la revente? Parce que si vous faites la même chose ou si vous ne faites pas tant de gains par rapport à la rénovation que vous faites, bien, en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Ça, c'est le premier point, ne pas surévaluer. Parfois même, on le sait, des rénovations qui sont un peu moins payantes. Je vais te dire, exemple, finaliser un sous-sol. C'est beau finaliser un sous-sol si on conserve sa propriété. Oui, ça peut donner de la valeur, mais c'est pas ça qui va donner le plus de valeur non plus à la propriété. On le sait, Mel. Puis le point le plus important, je vous dirais surtout, c'est combien vous envisagez, en fait, gagner en amélioration en termes de profit, puis en même temps, en tenant compte du secteur où vous vous trouvez. Ben oui. Puis moi, je dis toujours aux gens, en termes de temps, là. Oui, aussi. Tu sais, les rénos, là, ouais. On s'entend. Oui, c'est un beau projet, mais tu sais, si vous avez 2 enfants qui ont de la poussière partout, puis que vous ne faites pas un sou à la fin, ça vaut-tu vraiment la peine? Moi, ce que je dis souvent aux gens, réparez ce qui ne fonctionne pas dans la maison. Ouais. Mettez ça impeccable. Puis si vous l'avez mise en marché, qu'il y avait des murs trop colorés ou tu sais que la peinture n'était pas fraîche, ben écoutez, repeignez tout en blanc. Ouais. Corrigez les petits défauts, les trous de cadre, faites du plâtre, de la peinture. Ça, c'est la réno la moins chère. Et là, vous pourriez remettre en marché. Mais faites pas une cuisine si vous vendez dans 2 mois. Non. Tu sais, tes dizaines de milliers de dollars que tu vas investir, c'est parfait si tu habites la maison encore quelques années. Mais si tu veux remettre en vente sur le marché le mois prochain, tu vas récupérer ton argent, mais tu vas peut-être taper tous les travaux. Tu vas avoir mis de l'énergie là-dedans. Alors, je ne suis pas certaine que tu vas récupérer. Alors, il faut faire les choses de base. Il faut faire les choses de base. Puis tu as raison, tu sais, comme on le voit des fois, c'est plate à dire, mais même des cuisines qui ont été rénovées de manière récente, les gens achètent les maisons, puis ils veulent des fois les rénover parce que ça leur convient. Re-rénover. C'est pas pire, ça, re-rénover. Il y en a qui font ça à répétition, re-rénover. Ça leur convient moins, puis les attentes, il faut rester réaliste par rapport, je le répète, il faut que vous restiez réaliste par rapport au quartier où vous êtes. Est-ce que les propriétés sont homogènes? Êtes-vous en train de devenir le château de la petite rue? Moi, je dis comme ça, j'aime bien mieux acheter la petite maison dans la rue des Châteaux que d'acheter le château dans la rue des petites maisons. Alors, si vous êtes le château de la rue des petites maisons, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à rentabiliser vos améliorations. Alors, Marc-Antoine, pense-y bien comme il faut. Fais-toi conseiller. Des fois, la bonne chose à faire, faites venir justement un professionnel, un courtier, exemple, chez vous, qui va regarder ça avec vous, puis quelqu'un d'honnête qui va vous dire ça vaut la peine. Puis ça, Mélanie, ça vaut moins la peine de le faire. Puis surtout dans un marché de rareté, qui est encore en 2026, un marché qui risque d'appartenir aux vendeurs. Chaque sou que vous investissez, il faut que vous posiez la question si vous allez le récupérer. Puis ça dépend si tu es bricoleur. Là. Si tu payes pour tout faire. Ouais. Si tu es bricoleur, tu veux changer ta toilette, remplacer la petite vanité qui était là, très vieille. Là, tu me cibles dessus quand tu parles de changer. On n'embarquera pas là-dedans parce que toi, tu es bon, mais tu prends pas le temps. Tu sais, Yannick a beaucoup de talent. Mais là, on n'a plus le temps. On a fait des rénos ensemble. Puis mais c'est pas ça le point. Moi, je dirais pas que j'ai beaucoup de talent.
Je dirais que ça commence toujours comme un orage en chialant beaucoup. Ça, t'es témoin de moi, ça je me suis dit, je vais le énormément. laisser sacrer pendant au moins une demi-heure, puis après, Ouais. ça va passer, puis il va avoir fini pareil. Tu sais, ça va être C'est fait, ça. mais il faut que je m'éloigne puis que j'entende pas trop les Mais bref, jurons. quand tu es capable d'en faire, tu sauves l'argent C'est l'idéal, c'est ça. Ouais. Alors, aventure-toi pas, Marc-Antoine, dans une cuisine, une réno de salle de bain complète. Tu sais, une petite salle d'eau, si elle est vraiment vieille, tu peux changer la vanité, la Ouais. toilette. C'est pas trop cher. Mais là, si tu payes un professionnel pour tout faire puis remettre en vente dans 2 mois, oublie ça. Peinture en blanc, bouche les trous, répare les robinets qui fuient. Tu sais, on la met vraiment impeccable, là, puis après ça, les gens vont entrer dans la maison, vont se sentir bien. C'est ça l'important. Peut-être voir épurer le fameux home staging. Ah oui. Est-ce qu'il y a trop de meubles? Faites Tout le ça. ménage aussi. Oui, Les ouais. gens, c'est pas grave là, si la maison n'est pas au goût du jour. Ce qu'ils vont regarder, c'est la manière dont vous l'avez entretenue. On n'a pas tous la même notion du Non, ménage. vraiment pas. Tu sais, des visites chez vous alors qu'il y a du stock qui traîne partout, qu'il y a de la vaisselle dans l'évier, tout ça, c'est pas une bonne idée. Les moulures poussiéreuses. Tu sais. Tu sais, il y a des gens qui regardent ces choses-là, Ouais. les conduits de ventilation, plein de poils de chat. Tu sais, ça, là, c'est vraiment pas vendeur. Les gens qui vont acheter votre maison veulent avoir un sentiment de sécurité quand ils rentrent à l'intérieur, sont capables de voir que vous êtes des gens qui ont pris soin. Ouais. Donc, il y a une nuance entre une maison qui a été préparée pour la vente et une maison qui a été entretenue. C'est la différence. Je t'amène sur nos invités Oui. du jour parce qu'eux autres, ils pensaient vraiment pas avoir à s'embarquer dans un projet comme ça quand ils ont acheté la maison. Exact. Tu sais, quand tu dis tout est beau, tu sais, on a des informations. Ah, la toiture est faite, les fenêtres. Hey, c'est une maison là où il n'y aura pas de problème. Ça a été, tu sais, c'est impeccable. Puis on n'aura pas de problème. On paye en conséquence. C'est parfait, ça a été fait. Bien, les gens qui viennent nous voir aujourd'hui, malheureusement, c'est un cas de vis caché, C'est même de dol, qui s'est transformé exact. en cours de route. Un cas, heureusement, ça s'est réglé. C'est pas le cas de tout le monde, Non. mais c'est une histoire qui va peut-être vous allumer sur certaines informations. Hein? Absolument. Puis dans le contexte de l'émission Sans vis caché, Ouais. c'est un beau cas de vis caché. Puis on va vous en présenter quelques-uns là, tout au long de la saison. Mais celui-là est quand même vraiment intéressant. Puis en souhaitant toujours, quand ça peut faire œuvre utile, si ça peut servir à des gens dans l'avenir aussi, c'est toujours ça le but. Bon, on les retrouve tout de suite. L'immobilier sous des airs de conversation cuisine. Son vice caché. Quand tu achètes une maison, Mel, la dernière chose que tu veux qu'il arrive, c'est acheter une maison dans laquelle il va arriver, exemple, un problème majeur, un vice caché, quelque chose que tu t'attends pas, quelque chose qui va te coûter probablement, potentiellement beaucoup d'argent, puis qui va t'obliger à revenir vers les anciens propriétaires, puis soit les poursuivre, soit tenter de négocier avec eux. Alors aujourd'hui, à Sans vice caché, on est très fiers de recevoir Karine et Robert, qui ont vécu une histoire, Mel, qui vraiment pas facile, s'est échelonnée sur plusieurs années. Bien, moi, je trouve important de dire qu'ils ont pris toutes les précautions. Hein. Tu sais, Ouais. des fois, on dit, écoute, ils n'ont pas fait inspecter, ils n'ont pas vérifié leurs affaires, il n'y avait pas de facture. Non, il y avait des factures, il y avait une inspection. Il y avait une inspection passée, je pense, ou en tout cas, oui, il y avait tout ça, là. Puis ces gens-là se sont retrouvés par un dénouement inexplicable, ils vont nous le raconter, Ouais. avec des problèmes de vis cachés, des menteries, des... Bon, alors, Karine et Robert, merci beaucoup d'être là ce matin. Puis dans le fond, si on sourit aujourd'hui, c'est parce que c'est réglé. Oui, c'est réglé. Mais ça a été toute une épreuve, là. Racontez-nous un petit peu, Robert, comment ça s'est passé? Ça a duré 3 ans, cette histoire-là. Ça a duré 3 ans. On habitait en 2e couronne de Montréal. On voulait se rapprocher du travail. Ça faisait une dizaine d'années qu'on avait notre maison. On avait fait beaucoup de travaux. Peinture, cuisine, salle de bain, toiture, clôture, etc. Puis on voulait se rapprocher du travail. Nos ados voulaient travailler, etc. Donc on se rapprochait de Montréal, du travail de Karine. Et puis, on voulait acheter une maison sans problème, sans travaux, un clé en main. Et puis, ben c'est pas ça qu'on a eu. Puis peut-être une petite parenthèse, Robert et Karine. Oui. Puis c'est comme ça que la maison que vous avez achetée en 2013 vous a été présentée. Comme un clé en main, comme une maison entièrement rénovée, dont l'entièreté, en fait, de la fenestration et du toit avait été fait quelques années auparavant. C'est En bien 2007, oui, tout à fait. Et puis, il y avait la thermopompe avait été changée, il y avait une décontamination, il y avait eu énormément de travaux. Je pense qu'il y avait listé à peu près 200 000 $ de travaux qu'il avait fait entre 2007 et 2013, l'année où on a acheté. Il y avait des factures de ça. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Il y avait la facture de la toiture, 2007. Vous avez acheté en 2013, juste pour mettre en contexte. Ouais. Là, on est en 2025, ça fait pas 12 ans. Là. Donc, toiture récente, 2007, normalement, avec une facture, on se dit, je ne touche plus à ça pendant plusieurs années. Oui, elle a 6 ans, la toiture. La toiture a 6 ans. Les travaux ont été effectués par un entrepreneur en construction qui était le frère de la propriétaire. OK.
Il avait changé complètement l'ossature de toit, avait rajouté un pignon. Donc, il y avait des travaux importants qui avaient été faits au niveau de la toiture. Il y avait déjà eu des inspections qui avaient relevé un certain nombre de travaux et il y avait eu des réparations qui avaient été faites par le même entrepreneur et on avait un rapport qui confirmait que les travaux étaient conformes et que la toiture aurait dû bien se comporter. C'est dur de se méfier dans ce temps-là. Tu sais, quand on a toutes les informations, la déclaration du vendeur ne déclarait rien, aucune anomalie majeure. Karine, comment ça s'est passé la première fois que vous avez eu un problème dans cette maison-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais dans le fond, la première chose qu'on a constatée, c'est qu'on venait d'emménager là, en début décembre. Il faisait pas comme moins 20, là, c'était moins 5, moins 6. C'était un début d'hiver, tu sais, doux. Puis on regarde les fenêtres, on se dit, mais tabarouette, c'est tout plein de buée. Fait qu'on s'est dit, il y a un problème. Hey, tout à l'heure, mais qu'il fasse moins 20, ça va être l'horreur, tu sais. On s'est dit, comment ça, tu sais, c'est pas encore super froid. Puis on constate que... Puis là, on s'est mis à regarder comme il faut... que presque toute la totalité de la devanture de la maison, autant la chambre que le salon, mais il y avait une problématique au niveau du thermos, dans le fond, de l'isolant. Fait que ça a commencé comme ça. Ensuite, je passe la balayeuse. Mais voyons, ça siphonne pas. Qu'est-ce qui se passe? Mon chum défait le plafond dans le sous-sol. C'était des plafonds suspendus pour se rendre compte que c'était mal construit, mal raboudiné. Fait que là, ça, plus ça, plus ça. Ah, on veut mettre un peu de chauffage. Pas de chauffage. La thermopompe, ça marchait plus. En tout cas, c'est plein de petites... Là, on s'est dit, aïe, on va faire le tour, là. On va faire nous-mêmes notre propre inspection, si on veut dire, parce que l'inspecteur qui était venu, il n'avait pas aucunement relevé ces défauts-là. T'sais. Fait que c'est comme ça. De fil en aiguille, on a découvert... C'est intéressant parce que, bon, l'achat 2013, vous faites vendre une maison pour laquelle vous pensez que la fenestration a été refaite, là, puis c'est indiqué, je l'ai vu. 25 000 25 000 il y a un montant qui est attribué à ça en 2007. Ouais. Et là, c'est un peu ce que tu racontes, Karine, c'est la foire au malheur qui commence. Et là, vous faites venir un expert pour valider éventuellement l'âge des fenêtres. Qu'est-ce que vous découvrez? En fait, l'expert a fait des démarches. Ces fenêtres-là avaient une marque particulière, avaient une conception particulière. Les stars étaient intégrés. Ouais. Et ils ont contacté le fabricant pour se faire dire que ce mécanisme-là, qui était à l'intérieur des fenêtres, n'avait pas été utilisé depuis 1997. Donc, les fenêtres étaient avant 1997. Puis, ils ont démanché un cadrage. Puis, on voyait l'année à l'intérieur. C'est comme 1987, une affaire comme ça. Là, hey, on s'est fait avoir solide. Là, c'est pas vrai là, qu'ils ont changé les fenêtres. Là. Fait que ça a pris vraiment un travail de recherche important que le premier inspecteur, lui, n'était pas tenu de faire. Là. Bon, on fait une inspection générale du bâtiment, mais il y a vraiment eu des travaux de recherche pour découvrir que les fenêtres n'avaient pas été changées sur la façade du bâtiment. Fait que donc, le 25 000 là, de changement de fenêtre, c'était pas... c'est où. C'était faux. C'était faux. C'était faux. C'était complètement faux. Puis quand les factures nous ont été présentées au moment du procès, j'ai fait une analyse, j'ai mesuré toutes les fenêtres de la maison, les fenêtres des factures, puis ça ne concordait pas. Donc, c'était des fausses factures qui avaient été présentées par l'entrepreneur ou par les vendeurs pour gonfler les montants. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai de la misère. Hey, aujourd'hui, je pense qu'on ne verrait pas ça. Ça fait pas longtemps, OK? Ça fait juste 12 ans, 13 ans. Mais je pense qu'avec toute la publicité autour de l'immobilier puis des vices cachés, justement, on en parle de plus en plus. Je peux pas croire qu'un vendeur va fournir des fausses factures à un client. Là, puis en plus, là, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est tombée un moment donné. Vous êtes chez vous, puis ça vous coule sa tête. On va en venir à ça, Mel, puis on va le préciser. Quand vous me dites ça, moi, dans mon ancienne vie, là, quand tu parlais de fabriquer quelque chose, un document, tu t'enlignes plus dans le côté de la fraude, là, rendu là, pratiquement. On va en parler tantôt. En passant, on a le meilleur avocat au Québec en matière de litige de vices cachés qui participe à 100 vices cachés d'une façon régulière durant cette saison-ci. Stéphane Pagé, on va pouvoir parler tantôt. Mais comme Mélanie dit, ça, c'est l'épisode des fenêtres. Après ça, vous êtes ramassé avec la pluie dans la cuisine? Oui. Ouais. Au mois d'août, il y a eu une pluie importante et puis on se lève le matin puis on a une grosse balloune dans le plafond de la cuisine, une poche d'eau là, qui c'est au-dessus du lavabo. Et puis, on rit, mais c'est pas drôle. On rit, mais c'est pas drôle. Mais on se lève, il y a ça, on pète ça, ça fait un dégât incroyable. On appelle l'assureur, Calinette, tout le monde est venu pour décontaminer puis enlever l'humidité, nettoyer tout ça. Et puis là, l'assureur a décidé de faire venir un expert qui est venu constater les dégâts. Et il soulève quelques éléments de pourriture dans la toiture, donc qui laissaient anticiper un enjeu qui existait depuis longtemps.
Fait que, avec ça, j'écris aux propriétaires leur faisant part que j'assumais qu'ils étaient responsables des travaux à la toiture. L'assureur fait de même. Et on a un premier refus de dire on n'est pas responsable. Autant pour les fenêtres, on avait déjà communiqué avec eux. Ils nous avaient dit on n'est pas responsable. On n'a jamais vécu cette expérience-là à l'intérieur de la maison. Pas de buée. Il n'y en avait pas à la déclaration du vendeur non plus. Donc là, ça faisait 2 dossiers, une couple de problématiques, comme Karine a dit, au niveau de la thermopompe, de la balayeuse centrale. Donc là, moi, Thermopompe, soit dit en passant, vous l'avez peut-être mentionné tantôt, mais je veux le répéter pour les gens qui regardent ou qui écoutent le balado. Vous aviez l'information que ça avait tout été changé, ça aussi? Tout avait été changé. Il y avait un contrat de maintenance. On avait un paquet d'informations qu'on se rendait compte que c'était plus ou moins fiable. Là, il y avait de l'argent à investir dans la maison, refaire les fenêtres en avant, la toiture qui était problématique. Là, on en a assez, puis on se dit, là, il faut poursuivre les vendeurs parce que c'est majeur. Parce que ça a pris, tu sais, dans la peau des nouveaux propriétaires comme vous autres, là, la ligne à franchir quand on dit là, c'est assez, je poursuis, parce que c'est quelque chose poursuivre un vendeur. On le sait, c'est éprouvant, c'est stressant, tout ça. Il faut que vous ayez passé par toute une gamme d'émotions avant d'arriver là. C'est que, dans le fond, au final, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on s'est dit, mais elle nous prend-tu pour des niaiseux, tu sais, on a le sentiment là, qu'on s'est fait avoir parce que, ça passe, ça va passer, ils s'en rendront pas compte. Tu sais, c'est vraiment le sentiment qu'on a eu de dire, coudon, on n'est pas des deux de pique. Puis là, en plus, la propriétaire a dit, bien vous, M. Bélanger, vous êtes ingénieur civil, vous auriez dû le voir que les fenêtres étaient abîmées. OK, c'est la faute à Robert. Oui, c'est quasiment la faute à Robert parce que c'est comme si après ça, elle nous accusait d'être... négligent, d'avoir été négligent. D'avoir été négligent ou tu sais, on s'en doutait que c'était... Puis ben, c'est pas grave, on va les poursuivre. Comme si on n'était pas bienveillant, là, dans le fond. Oui, mal intentionné. Mal intentionné. On voulait leur extirper de l'argent, là, alors que c'était nous qu'on sentait qu'on s'était fait avoir. Dans leurs yeux à eux, on profitait d'une situation qui était normale pour leur extirper de l'argent. Ouais. Il avait viré ça de bord, tu sais, comme, en tout cas. Ben oui, c'est l'arroseur arrosé, finalement. C'est ça. On va aller parler à Maître Pagé qui nous attend, qui est là avec nous puis qui écoute l'histoire depuis le début. Maître Stéphane ou Maître Pagé, bonjour. Bienvenue. Oui, bon matin. Bienvenue à ce nouvel épisode. Merci Salut beaucoup. Stéphane. Oui. Hey, merci d'être là, Stéphane, parce qu'on sait que tu en as vu des cas aussi de vis cachés, ce genre de gradation-là, là, où tu penses que tu as acheté une maison en bon état, puis là, tu découvres un problème, un autre. Tu penses que c'est des vis cachés, finalement, tu te rends compte que c'est du dol. En vois-tu, bien, pas souvent, c'est pas fréquent des dossiers comme ça, mais dans ta pratique, est-ce que tu as des cas similaires que tu as vus, puis justement, comment ça se passe, là? Ben oui, la réponse c'est oui, j'en vois. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est que les gens achètent une maison, puis tu sais, quand ils m'appellent comme client, ils disent, écoute, on a vraiment des problèmes là, qui s'accumulent, on a acheté la maison, puis quelques jours après, c'est comme tu dis, la foire au malheur, là, qu'est-ce qui a pu se passer? Puis je me dis, tu sais, à chaque fois, je demande aux clients, est-ce que vous avez fait des gros changements dans votre maison? Tu sais, ça me semble toujours un peu invraisemblable que les vendeurs, quelques jours avant, aient absolument aucun problème et que les acheteurs qui achètent 3-4 jours après, ils se ramassent avec une maison de malheur. Fait que je me dis, où donc les acheteurs ont vraiment fait des transformations qui ont endommagé, ou les vendeurs savaient vraiment ce qui se passait, puis c'était comme invraisemblable parce que tu dis c'est une question de temps, là. Tu sais, tu vends une affaire de même à quelqu'un, tu sais que quelques jours après la vente, ça va exploser. Tu sais, ça peut pas passer inaperçu. Fait que la réponse est oui, j'en vois. Puis même après 26 ans de pratique, je suis toujours étonné de savoir à quel point il peut y avoir des gens malveillants. Ah oui, encore souvent. Encore souvent. Puis Stéphane, j'ai une question pour toi parce que moi, ce qui me frappe aussi dans ce dossier-là, je pense qu'on ne l'a pas mentionné, dans le cas du toit, là, bon, c'est un entrepreneur, je ne veux pas faire de faux liens, là. C'est un entrepreneur qui était proche de la famille qui a fait la facture, puis c'est avéré par un autre entrepreneur par la suite, corrigez-moi, Karine et Robert, qui avait plus de 15 défauts majeurs de structure dans l'entretoit avec ce qu'on entend ici des gens, un peu de la fabrication à un moment donné de documents qui venaient prétendre des années de rénovation et tout ça. Est-ce que des fois, ce genre de recours-là peut s'en aller carrément vers de la fraude, du criminel, Stéphane, ou c'est rare? Oui, bien, théoriquement, oui. Tu sais, tu le disais tantôt, Yannick, tu as dit, il y a des mots pour ça, hein, ça s'appelle la fabrication de faux, FAUX, donc fabriquer des documents
je fais pas de droit criminel. Ce que je vois, moi, quand j'ai des clients qui ont été exposés à ça et qui ont essayé d'aller plus loin, là, c'est qu'ils se sont fait dire assez rapidement par des autorités policières, on comprend ça, mais c'est du civil. Donc, arrangez-vous avec vos vendeurs. Fait que peut-être que contre le gouvernement, peut-être que pour la fiscalité, on va aller plus loin puis on va accepter de prendre des dossiers contre quelqu'un. Mais dans le civil, rapidement, je pense que les corps de police sont pas mal occupés. Puis c'est comme pas prioritaire. Mais je te crois. C'est du civil. C'est du civil. Au fond, c'est un acte criminel. Là. C'est un acte On criminel. n'a pas le droit de fabriquer un document avec des fausses dates, avec des choses inexactes. Moi, évidemment, dans le cas qui nous occupe, je ne peux pas mettre d'avis, je n'ai pas vu le document, mais de façon générale, on ne peut pas faire un faux document en modifiant puis en faisant croire. Donc, c'est de berner quelqu'un, c'est de frauder quelqu'un. Mm-hmm. Donc, la réponse, c'est oui, mais ça devient davantage une fraude civile. Fait que le dol, c'est une fraude civile, hein, c'est de tromper quelqu'un par des silences, des fausses représentations. Donc, ça, c'est une fausse représentation. Dans le cas qui nous occupe, il y a deux choses qui ont pu se passer. Hein? Il y a trois choses qui ont pu se passer. La première, c'est que dans un cas comme ça, de façon générale, l'entrepreneur a berné ses propres clients en facturant des choses qu'il n'a pas fait. Mm-hmm. Exact. C'est une possibilité. La deuxième, c'est que on a quelqu'un qui a carrément mis des montants pour des choses qui n'ont jamais été faites à la connaissance d'un vendeur. Puis la troisième, ce qui peut être étonnant, c'est que les fenêtres ont peut-être été changées, mais par du vieux stock. Quand on voit... Puis dans les fenêtres, on le voit effectivement, il y a l'année. Donc, 97. Donc, est-ce que quelqu'un aurait pu prendre des fenêtres de seconde main en disant, écoute, j'ai un deal, il y a un restant, mais 25 ans, c'est tout un restant de stock, là. Mais en tout cas, ça peut arriver aussi, ce cas-là, où des gens intègrent à un bâtiment des vieilles affaires. As-tu une mise en garde à faire, Stéphane? Oui, j'ai Karine qui lève la main ici. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'un vendeur s'expose pareil. Là, on a beau dire fabrication de faux aujourd'hui dans ces circonstances-là, il n'y a pas trop de conséquences d'après ce qu'on comprend côté criminel, mais ça peut résulter en un remboursement aux acheteurs, en un dédommagement vraiment important. Fait qu'il faut mettre en garde les vendeurs qui seraient tentés aujourd'hui de dire, ben oui, moi, je vais mentir, puis ils s'en rendront pas compte. Tu sais, s'il y en a encore qui font ça aujourd'hui, il faut arriver en ville. Là. Oui, puis Mel, puis je comprends très. Puis Stéphane a raison, son analyse est bonne. Je suis un ancien du domaine policier, là, je le dis. Puis c'est vrai que les policiers, des fois, ils peuvent être occupés et tout ça, mais n'en demeure pas moins quelqu'un qui insiste, qui va à la police, qui a une preuve, qui a un faux document qui a été préparé, bien, il en demeure pas moins que c'est un procureur à la cour qui peut en venir à analyser aussi cette preuve-là. Fait qu'il ne faut pas non plus que les vendeurs qui nous écoutent prennent pour acquis qu'ils vont s'en sortir pas de blanche non plus de ce volet-là. T'sais. Karine, tu avais quelque chose à ajouter? En fait, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau de la fenestration, quand on a acheté, c'était pas nécessairement précisé, là, fenêtre du devant la maison, l'arrière. En tout cas, c'est marqué fenestration 25 000 Ouais. Mais nous, on a supposé qu'avec 25 000 dans ces années-là, tu fais la maison complète. Parce qu'on l'avait déjà fait, d'ailleurs, à notre ancienne maison. Fait que, dans le fond, quand on l'a confronté, la vendeur, elle nous a dit « Ah, mais non, c'était juste la véranda en arrière. » c'est parce que la véranda, il y a comme 6 fenêtres. Ça se peut pas que c'est 25 000 Fait que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils ont augmenté le montant. T'sais, elle n'a pas mis... Puis on avait fait évaluer par un expert que notre fenestration de la véranda, ça valait pas... C'est pas vrai. Ça valait pas 25 000 C'était pas du haut de gamme qu'elle avait mis là. Sais-tu quoi, Karine? Moi, maintenant, quand j'écris une déclaration du vendeur, je suis sûre que tu fais ça, Yann, aussi, avec les clients vendeurs. Là. C'est quelle fenêtre que vous avez changé? Oui, c'est ça. Tu sais, OK, tu as changé des fenêtres, mais lesquelles? On a pris l'habitude souvent parce que fenestration, ça tend à dire qu'on a changé toutes les fenêtres. Bien, c'est ça. Puis si tu as changé le montant, juste, là, c'est ça. Si tu changes juste celle du sol, précise-le. Ça, Stéphane, c'est une bonne façon pour les vendeurs de se protéger puis de dire, regarde, j'ai changé les fenêtres de façade et celles du sol, mais en arrière, c'est pas fait. Tu sais, il y a moyen de se protéger avec plus d'informations aussi dans une déclaration du vendeur, puis que les acheteurs aient la bonne information. Mais là, c'est quand il n'y a pas de mauvaise intention, bien sûr. Là. Mais s'il y a des bonnes intentions, il y a quand même moyen de protéger tout le monde en étant précis. Là. Oui, et comme tu dis, ça protège une bonne DV. D'abord, de faire affaire avec un courtier, ça protège le vendeur, l'acheteur et tout le monde. 2, un vendeur qui complète comme il faut une DV avec le plus de précision, il évite les zones grises et il se protège lui-même. C'est comme quand on voit le drain a été refait.
Bon, le drain a été refait. Est-ce que c'est les... Tu sais, puis il faut préciser, est-ce que c'est les 4 façades, puis ou c'est... pas les 4 façades, mais les 4 côtés, Ouais. où c'en est juste un, et là, le vendeur dit, ben écoute, moi, je suis pas sûr, ça a coûté comme 10 000, OK, 8, 10 000, 10 000... C'est pas cher. C'est une grande maison que vous avez là, c'est un bungalow de 1960, là, c'est beaucoup de façades. Ben écoute, je sais pas trop, là, j'ai la facture. Puis là-dessus, il faut faire attention, tu sais, de pas glisser toujours rapidement à la fausse représentation. Ce que je veux dire, c'est que les vendeurs peuvent penser, tu sais, tout le monde ne connaît pas la construction. Il y avait de l'eau, il a fait venir un gars de drain, quelqu'un de drain, puis ils ont fait des travaux. Ça a coûté 16 000, 12 000. Pour le vendeur, c'est un gros montant d'argent. Il a vu qu'il y avait de l'excavation. Il ne sait pas comment on fait un drain. On fait-tu les 4 côtés, les 3 côtés? Il ne sait pas. Donc, dans sa tête, quand tu payes 12 000, ben, tu fais le drain. Puis quand tu arrives pour répondre, ben, tu marques le drain a été refait. C'est pas nécessairement un fraudeur et un menteur. C'est quelqu'un. Puis dans le doute, ben, quelqu'un va mieux enjoliver un peu la réalité. Donc, c'est... Ça a l'air un peu moins générale, pire. les vendeurs, quand tu leur demandes, y a-tu déjà eu des infiltrations? Ouais, pas beaucoup. Un vendeur veut vendre sa maison, mais il faut faire attention que ce n'est pas toujours des cas de fraude. Il y a des gens qui... T'as raison. Ils ne savent pas. Il y en a qui sont naïfs, il y en a qui font un peu d'aveuglement, mais c'est les cas de fraude, là, de monter des documents puis de vouloir intentionnellement dire, moi, l'acheteur, je vais le frauder. Il n'y en a pas Mais beaucoup. ça, Stéphane... Quand on creuse rendu à l'audience, c'est une bonne vieille madame qui a dit, ben écoute, moi, je connais pas ça des drains. Moi, il m'a dit, je fais le drain. Moi, 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Moi, je pensais qu'il le faisait tout. Fait que moi, j'ai dit, le drain a été fait. Mais c'est pas une... C'est pas une criminelle qui circule dans les rues, là. Ouais. Ben c'est ça. Puis tu amènes cette nuance-là, Stéphane, puis ça s'en va directement dans le sens que je l'ai abordé avec Robert et Karine, parce que vous, votre histoire, là, elle s'est échelonnée quand même de 2013 à 2017. Vous êtes allé à la cour, vous avez poursuivi les vendeurs. Il y avait un avocat impliqué dans le dossier, et comme Stéphane dit, il y avait quand même, je crois, tu sais, il y a le vice caché, puis il y a la notion du dol, là, corrige-moi Stéphane, dol où il doit avoir une intention malicieuse de cacher. Là. Et vous, dans ce cas-ci, ça a été démontré à la cour, c'est ça? C'est ce qui a été couvert à la cour. Il y avait eu déjà 2 offres d'achat qui avaient été faites sur la maison où il y avait eu une inspection et l'inspection avait relevé des problèmes qui a fait que les acheteurs potentiels se sont retirés de la transaction. Avant vous. Avant nous. Les avez-vous eu, ces rapports-là? Oui, on les a eus en cours de discussion avec les avocats. On a découvert un nouveau rapport qui, lui, dénotait vraiment des enjeux au niveau de la fenestration et de la toiture, mais ce rapport-là nous avait été caché. Vous les avez pas eu avant. Ah, ça, c'est terrible. Ouais. Il y avait déjà une multitude de rapports qui nous avaient été remis, rapport de PIRIP, rapport du gars de toiture, rapport d'inspection, un rapport d'inspection, mais il en existait un autre qui nous avait jamais été remis. Et c'est là où est venue l'intention et est venu l'aspect de dol. En ce sens que eux, ça faisait une couple de fois qu'il y avait des offres d'achat qui avaient été refutées. Il y avait aussi une pression de vente. Lui était transféré pour le travail, donc il était pressé de vendre. Donc, c'est là où je pense que l'idée de commencer à cacher de l'information et à faire un silence intentionnel sur certains enjeux est venu en cause. Et un scénario extraordinaire. Quand j'ai visité la première fois la maison, c'était une visite libre, que j'arrive tout. Mon chum me dit, venons voir telle adresse, porte ouverte. J'arrive là, tout seul. Donc, je ne sais pas que ça prend absolument mon agent, mais mon agent n'était pas disponible. Je n'avais pas parlé. Je suis une porte ouverte, je rentre là. Je me suis fait, mon Dieu, elle voulait, celle qui vendait, elle voulait me prendre en charge, en tout cas. Puis là, la vendeuse était là. Pendant les visites libres, elle me suivait partout dans la maison, tu sais. Puis là, elle me montrait les belles choses. « regardez, ça, c'est des fenêtres Pella. On tourne ici, les stores sont intégrés. Regardez la poutre de la cheminée. C'est tout un morceau. Je suis allée chercher ça super loin. Ça coûte super cher. Ici, désolé, dans la salle de bain, la tapisserie est brisée ici un petit peu, là. Il y avait un petit trou, là, c'est décollé. Regardez la gouttière. Elle vous distrayait, là. Elle me distrayait, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est là que j'ai compris. Je dis, aïe. Tout ça, là, pour pas que je vois que, finalement, il y a ça. C'est que sur le coup, vous n'avez pas pu observer tellement. Absolument. Mais ça, on y pense après, hein, parce que sur le coup, on ne pense pas à ces choses-là. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un soit mal intentionné. Puis moi, je reviens à Maître Pagé.
sais, on le dit, nous autres, ça nous est déjà arrivé, Stéphane, qu'un vendeur nous dise « Ouais, mais moi, je veux pas le dévoiler, ce rapport d'inspection-là. Ouais, mais moi, sinon, je travaillerai pas avec vous parce qu'il faut le dévoiler, puis moi, je veux pas être pris avec ça. » Stéphane, il faut dévoiler les rapports d'inspection qui sont disponibles, même si le vendeur me dit « C'est à moi la maison, c'est moi qui décide, je veux pas le dévoiler. » Bien, il faut le dévoiler, sinon, on est en faute, là. En partant, on cache quelque chose. Exact. C'est pour ça que des fois, il y a des filous qui vont préférer vendre sans courtier directement. Les gens ne verront pas venir l'affaire, mais c'est sûr que là, il n'y a aucune obligation. Bien, il y a des obligations légales de bonne foi, mais je veux dire, ils n'ont pas d'encadrement, il n'y a personne qui va les confronter. Donc, malheureusement, quand on met en vente une maison, puis que pour les gens là, qui nous regardent, puis qu'un rapport d'inspection est défavorable, puis qu'un acheteur s'est retiré, le courtier immobilier a l'obligation de venir modifier la déclaration du vendeur pour indiquer qu'il y a eu un rapport d'inspection pré-achat, de noter dans la déclaration du vendeur les points qui ont été relevés par ce rapport d'inspection-là pour que l'acheteur ait vraiment toute la lumière pour décider ce qu'il va faire. Il arrive que des rapports d'inspection soient un peu bidons ou des gens qui vont faire des rapports excessifs qui vont trop loin ou qui disent des choses qui sont inexactes. Ça arrive. Donc, dans un cas comme ça, le vendeur doit faire du damage control, doit prendre un expert de son choix suite au désistement pour confirmer que les problèmes, finalement, n'existaient pas et qu'on a fait une tempête dans un verre d'eau. Mais même dans ce cas-là, le vendeur doit divulguer qu'il y a eu un rapport d'inspection, mais il va dire, j'ai fait faire un rapport par un ingénieur, puis l'ingénieur, finalement, voici ce qu'il dit, et ce sera à l'acheteur de décider s'il fait confiance au pré-achat ou à l'expert, et comme ça, il y aura ce qu'on appelle tout l'éclairage possible. Ce que la Cour d'appel a dit, c'est que la vente d'une maison n'est pas un jeu de cache-cache, puis que ça nécessite la plus entière bonne foi. Donc, cette information-là que le vendeur a, l'acheteur a le droit de le savoir. Et il décidera. Mais effectivement, il faut reproduire ça, il faut le dire. Et si un vendeur dit à un courtier, moi je ne le dis pas, bien, le courtier dit, bien, dans ce cas-là, nous n'irons pas de l'avant. On va mettre fin au contrat, ou on ne signera pas de contrat. Exact. C'est ça. Malheureusement, ce qu'on comprend, c'est que cette personne-là va peut-être se trouver un courtier plus soft ou un courtier qui n'aura pas cette information-là, ou il va mettre en vente directement par lui-même, puis il va dire, ben regarde, c'est ma maison, puis je déciderai bien de ce que je dis. C'est ça. Malheureusement, ben, c'est des choses qui arrivent quand un courtier confronte trop un vendeur. Souvent, ils vont décider de le vendre par eux-mêmes, puis ils s'organiseront avec leur trouble. Maître Pagé, je sais que vous avez un engagement sur eux. On va vous laisser aller. Merci infiniment pour l'éclairage. Puis Mélanie, je veux le préciser parce que c'est important ce que Maître Pagé mentionne. Dans le dossier qui nous occupe, quand on parle de précaution, vous aviez aussi une courtière ou un courtier qui était impliqué là, dans ce dossier-là. Maintenant, il y a le lien à faire. Est-ce que le courtier était au courant ou pas de ces éléments-là? Est-ce que toutes les informations avaient été données? Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Merci Stéphane, en passant. Merci Maître Pagé. Oui, puis les vendeurs à ce moment-là ont même amené leur courtier d'immeuble en garantie au procès. Ouais. Et finalement, la conclusion du procès, ça a été que de connivence, ils ont fait un stratagème pour cacher l'information. Et le courtier immobilier a été amené en garantie, donc a dû payer une portion des frais qu'on a réclamés. Et l'OAICQ a fait une enquête et j'ai dû témoigner dans ce cas-là aussi. Donc, il y a eu des représailles faites contre le courtier puisqu'il avait caché de l'information. Le fameux rapport qu'on a appris. On peut perdre notre travail, nous, en faisant ça. Pour vrai, c'est grave. Puis, il y a une différence entre un vendeur mal intentionné... Les gens peuvent perdre leur investissement. Aussi, mais il y a une différence, moi, je la fais entre un vendeur quelqu'un qui me donne une facture de toiture, là. Tu sais... On ne le sait pas si elle est fausse. Là, à un moment donné, on a certaines informations, mais de connivence, ça, c'est quand même... c'est plus grave, selon moi, là, de la part du courtier qui est censé protéger là, les parties à la transaction. Puis comment ça s'est fini? Avez-vous pu rembourser vos travaux? Est-ce que le vendeur a été obligé de vous donner de l'argent pour repayer l'investissement que vous avez eu à mettre? Oui, en fait, on est allé aux petites créances. Donc, le montant maximum était de 29 999 000 qu'on pouvait réclamer. Le total, nous, de notre poursuite était de 35 000 Donc, on a réduit le montant pour être capable d'aller aux petites créances, ne pas aller au civil. Et ils ont été condamnés à payer l'ensemble de la réclamation.
Donc, on a gagné 100% de notre dossier, là, tant au niveau des fenêtres qu'au niveau de la toiture. 100%, donc tant vous mieux. avez tout récupéré à ce moment-là. On a tout récupéré. Par contre, nous, on a eu des frais d'avocat Ouais, c'est assez ça. importants C'est et ça. 3 ans de soucis. De soucis, puis c'est ma question pour Karine, Mélanie, Ouais, peut-être, ouais, là, pour c'est ça. conclure ce balado-ci avec vous. Je te vois venir. Ouais. Pourquoi tu vises Karine? Ouais. Pourquoi pas Robert? Non, mais je le sais où il Non, s'en mais c'est va. parce Je que te laisse je vais le aller. dire pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, Karine, avant le balado, nous a dit, écoute, j'ai pas grand-chose à dire. Je dis, ouais, Karine, tu vas voir, t'as pas mal plus de choses à dire que tu penses. Mais Karine, moi, j'ai le goût de vous poser la question parce qu'on sous-estime toujours l'aspect humain, l'aspect émotionnel d'une démarche comme ça qui peut être lourde en termes d'émotion, de stress et tout ça. Comment vous l'avez vécu, cette démarche-là, pendant quand même 4 ans? Ben, en fait, oui, c'est sûr qu'on est quand même solide. On est fait fort, puis on s'est soutenu là-dedans. Donc, on prenait ça bon jour le jour. Mon mari est vraiment bon là-dedans aussi avec ses recherches. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais il s'était bien préparé. Tu sais. Mais je vous dirais là, que n'importe quelle autre personne qui n'est pas préparée n'aurait pas passé à travers ça. Ça, c'est sûr et certain. Puis en plus, moi, j'ai quand même bien vécu ça, mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est que les vendeurs, ils voulaient en plus nous poursuivre, nous, parce que nous, en les poursuivant, selon eux, ils disaient qu'on leur causait là, des soucis. Eux, ils avaient de la misère à dormir, de savoir qu'ils se faisaient poursuivre. Des dommages. Des dommages, oui, c'est ça. Là. En plus, puis là, tu sais, on se disait que ça n'a pas de bon sens, là, que c'est l'inverse, c'est l'envers de la médaille. J'ai de la misère à m'exprimer. Là. Non, mais c'est très clair, Karine. ouais, Puis absolument. vous autres aussi, Mais- vous avez dû avoir des nuits blanches. Là. On a eu des nuits blanches, on a eu des écœurs en titre, là, jusqu'à 10-11 heures le soir, à fouiller les papiers, puis sortir des preuves, faire venir un expert, faire venir ci. Ouais, ça a été intense. Ça gobe du temps, Robert? Ça Oui, gobe on du a manqué temps, du mais- travail. Tu sais, on a manqué du travail, il fallait être présent, présenter il en fallait se cours. présenter en cours, 3 jours de procès. Puis après ça, c'est l'attente. Ouais. Tu sais, de dire, ça a pris 6 à 7 mois d'obtenir le jugement. Donc là, ben, tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé du temps, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui va en advenir. Mais savez-vous comment on a gagné? En fait, on est en cours, et puis notre avocat dit à son speech de Clôture. clôture, dit, en tout cas, en fait, c'est l'autre avocat, je m'excuse, c'est l'autre avocat qui défendait, puis il disait, Pensiez-vous que les acheteurs s'attendaient à avoir un clé oui. en main? c'est ça. Et le premier élément de la fiche descriptive, c'était Clé un en beau main. clé en Beau main, clé en plein main. de rénovations. Donc, ça a été le clou Ben, sur c'est le ça. cercueil là, en disant, ben oui, nos acheteurs On s'attendaient s'attendait. d'avoir... Quand c'est écrit comme ça, on a une Un clé en main. responsabilité comme courtier. Quand on fait des fiches immobilières, puis on s'est fait dire, ne mettez pas des 100% rénovés. Tu sais, c'est pas vrai 100% rénové c'est parce ça. qu'il reste des fils dans les murs, il reste des choses qui sont pas 100% rénovées. Alors, moi, je suis vraiment contente que vous soyez ici. Vous avez l'air très résilient par rapport à cette situation-là, mais est-ce que vous comprenez des gens qui veulent juste pas poursuivre des vendeurs Ah oui. tu sais, avec ce que vous Ouais, avez vécu? puis- Oui, tout à fait. C'est très demandant, tant monétairement qu'en termes de temps. Puis bon, ça nécessite des discussions, puis des positions qu'il faut s'entendre aussi en tant que couple. Là. Est-ce qu'on veut vraiment aller là? Est-ce qu'on voit vraiment qu'il y a eu du dol ou une intention de tromper? On voulait laisser faire à un moment donné. À un moment donné, on tu sais. s'est dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais bon, le fait qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, puis qu'on avait vraiment l'impression qu'on allait gagner justice, c'est ce qui nous a motivés. Là. Referiez-vous la même chose, sachant ce que vous avez vécu pendant 4 ans? Oui. Oui. Oui, parce que c'est vraiment insultant. On s'est senti vraiment insulté. Tu sais, se faire avoir, là, je vais rester poli, là, mais je pourrais utiliser une autre phrase. Oui. Mais c'est vraiment le sentiment on s'est dit non, notre fierté, notre intégrité, nous, on est des gens honnêtes, puis de voir que ça, qu'on s'est fait avoir comme ça, là, qu'ils nous prenaient pour des épais, c'est clair. Sentir trahi. Trahi, fait qu'on s'est dit non, on va défendre nos valeurs, puis fait que oui, on leur ferait, juste pour notre intégrité. Bien, tant mieux parce que ça va servir à d'autres. Bravo de l'avoir fait. Il y a trop de gens qu'on voit lâcher prise, puis vous êtes allés jusqu'au bout. Merci d'être venu à Sans Vice Caché. L'épisode va être partagé. Beaucoup de gens vont le consulter, tant les acheteurs que les vendeurs. Si vous voulez cacher quelque chose, là, écoutez ce balado-là, puis vous allez tout déclarer, hein, Yann. Merci. Ouais. Merci à notre bannière Proprio Direct de parrainer ce balado-là depuis le début. Et merci à toute l'équipe de Cube Le Studio. Cube Studio, vous avez des projets, quelque chose, vous pouvez contacter l'équipe de Cube.
Le balado sans vice caché en 2026, tout comme en 2025, on est diffusé sur multiples plateformes. On est sur la chaîne YouTube, on est sur l'application Cube. Téléchargez ça dans votre téléphone, vous avez accès à plein de contenus. Et également sans vice caché, chaque semaine à la radio numérique de Cube. Donc le samedi à 11h30 et le dimanche à 18h. Mélanie Bergeron, merci infiniment. Robert, Yannick Karine. Parent. Yannick Parent. T'es drôle, toi! Ici, Je Yannick m'appelle Parent. Pumel. Cube C'est quoi Radio. ça de m'appeler? Moi, à chaque fois qu'Yann m'appelle Mélanie, je sais qu'il y a un problème. Elle pense Donc, que c'est genre, Mel, il faut que je te parle, tu sais, la fameuse... Ben, si les gens veulent nous écrire aussi, Oui, faites-le. Y-Parent Oui. à commercialpropriodirect.com et mbergeron à commercialpropriodirect.com. On lit vos courriels, vos suggestions et ça nous inspire pour les prochains épisodes. Merci, Karine et Robert, d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui écoutent le balado semaine après semaine. À la prochaine! Sans vice caché. Le balado Sans vice caché, présenté par Proprio Direct. Nos courtiers vous accompagnent à chaque étape de votre projet immobilier. Parce qu'on n'est pas seulement là pour vous, on est là avec vous. Propriodirect.com